Bonsoir, bienvenue sur Twi TV. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. À la une de ce premier 20h de la semaine, promotion immobilière au Burkina Faso, 105 projets immobiliers ont reçu l'approbation du ministère sur un total de 400 projets immobiliers. C'est ce qui ressort de l'examen des demandes d'approbation des projets immobiliers. Le rapport de l'étude a été présenté ce soir même. On en parle tout de suite avec notre reporter Serge Kaboré. Lutte contre le coronavirus, le ministre de la Santé a tenu aujourd'hui un échange avec les opérateurs économiques du Burkina Faso. Face au patronat, il était question de l'impact du Covid-19 sur le climat des affaires et des investissements des hommes d'affaires dans le domaine de la santé. Le Mali endeuillé, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta est décédé hier à l'âge de 76 ans, a annoncé dans la matinée ses proches. Renversé le 18 août 2020 par une junte militaire, Ibrahim Boubacar Keïta était malade et se rendait régulièrement à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour un suivi médical. Les Maliens retiennent de lui un homme qui a aimé son pays. 105 projets immobiliers de 44 promoteurs sur 400 projets enregistrés ont reçu l'approbation du ministère du Développement urbain, de l'Habitat et des Villes. C'est le résultat de l'examen des demandes d'approbation des projets immobiliers menés par la commission ad hoc mise en place par le ministère. Cette enquête vise à assainir le milieu de l'immobilier qui a été annoncé au départ comme une panacée. Au total, 275 projets ont été rejetés. On en sait davantage avec Serge Kaboré comme annoncé. De 30 000 hectares de terrain mobilisés au départ par 400 projets immobiliers, seulement 3 000 hectares, soit 105 projets de 44 promoteurs immobiliers, ont été jugés recevables et 27 000 hectares, soit 295 projets immobiliers, ont été rejetés. C'est ce qui ressort du rapport de la commission ad hoc mis en place pour l'examen des projets immobiliers réceptionnés qui a été présenté ce 17 janvier par le ministère en charge de l'habitat. Sur 400 projets, le comité a relevé 105 projets immobiliers qui sont recevables pour la suite du processus. 105 sur les 400. Du coup, ça donne 295 projets immobiliers qui ne respectent pas les dispositions des documents de planification urbaine et donc à ce titre des projets qui seront rejetés et qui ne pourront pas poursuivre la procédure d'approbation pour pouvoir être mis en œuvre. Donc c'est des terres qui doivent être rétrocédées à une utilisation rurale, agro-pastorale, etc., tout ce qu'on veut. La région du centre se classe à la première place sur les 400 projets immobiliers avec plus de 18 000 hectares concernés, suivi par le plateau central avec 4 138 hectares. Sur ces différentes demandes enregistrées, nous avons 59,25% des demandes qui concernent effectivement la région du centre. Et en termes de superficie, on a 60,84% des superficies mobilisées qui concernent la région du centre. Prenant le cas de la commune rurale de Samba, le ministre en charge de l'habitat a fustigé l'attitude de certains promoteurs immobiliers. Si vous prenez seulement la commune de Samba, je pense que nous avons plus d'une quarantaine de promoteurs immobiliers qui opèrent dans la zone. Une quarantaine. Et il n'y a que 4 qui sont en règle, en jour vis-à-vis de la législation. Le reste, permettez-moi l'expression, ce sont des promoteurs immobiliers hors la loi, mais qui mobilisent plus de 4 000 hectares. Afin de s'assurer de la bonne exécution et du respect des directives, l'Office national du contrôle de l'aménagement et de la construction a été mis en place. Le gouvernement est passé à cette phase par en réalité une volonté affichée de procéder désormais à un contrôle rigoureux avec tous les moyens qu'il faut au regard de la situation désastreuse que nous connaissons en matière de construction. Aujourd'hui, s'il faut rejeter beaucoup de dossiers qui ne respectent pas le plan d'aménagement, c'est parce que souvent en amont, on n'arrive pas à faire le contrôle. Des lettres individuelles seront envoyées aux différents promoteurs immobiliers afin de leur notifier la décision de la commission. Rappelons que le projet de relecture de la loi 057 sur la promotion immobilière a été adopté en Conseil des ministres et introduit à l'Assemblée nationale.
Renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou. Le ministre en charge du développement urbain, Stanislas Sankara, et celui de l'environnement, Smaïla Ouedraogo, accompagné du maire de Ouagadougou, Arma Bewende, ont effectué une visite terrain ce lundi 17 janvier. Objectif, constater l'état d'avancement du projet de renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou. Ce projet, qui est à sa 3e phase, se déroule bien, mais connaît tout de même des difficultés au niveau de l'intérieur du parc urbain Bangrouego, où une partie du projet doit être réalisée. Les images de la visite avec Maxime Jean-Hugues Bambara. Le ministre du Développement urbain, de l'Habitat et de la Ville, accompagné de son collègue de l'Environnement et du maire Armand Bewende, sur le chantier du projet de renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou. Ces autorités impliquées dans la réalisation du projet sont venues constater l'état d'avancement de la phase 3 du projet, qui consiste en l'aménagement de l'exécutoire à l'intérieur et en aval du parc urbain Bangrouego. Des travaux qui devraient faciliter le drainage des eaux pluviales et réduire considérablement les problèmes d'inondation dans la capitale. Le premier constat, c'est que les travaux, en tout cas, avancent très bien. C'est un projet gigantesque. Vous auriez retenu que les eaux de drainage de la ville de Ouagadougou, à plus de 70%, passent par ce canal. Ce qui va certainement nous épargner la ville de Ouagadougou principalement d'éventuelles inondations. Mais le constat est là que ça demande encore davantage beaucoup de réajustements. C'est pourquoi toutes les parties prenantes sont là. Sur le chantier, les ouvriers sont à la tâche et tout semble visiblement bien se dérouler. Mais à l'intérieur du parc Bangrouego, des difficultés environnementales ralentissent l'avancement des travaux. Du côté des autorités, l'on promet se concerter et prendre des décisions en connaissance de cause pour la bonne exécution du projet. Dans le parc Bangrouego, il va falloir certainement faire de l'espace pour pouvoir faire une partie du canal. Donc nous allons nous retrouver avec tous les techniciens, le comité scientifique, examiner la faisabilité et prendre des décisions pour aller au plus vite, notamment avant que la saison pluvieuse ne s'installe. Le délai pour les travaux de 18 mois, et quand on dit qu'actuellement on est à 69% de taux d'exécution pour 71% de délai consommé. Parce qu'il y a eu une suspension pendant la saison hivernale, parce que vous voyez de tels travaux, on ne peut pas le faire quand il pleut. Donc, si une décision rapide est prise, on sera dans les délais. Mais si on tergiverse trop, on ne pourra plus être dans les délais. Ce canal-là draine 70% de l'assainissement de la ville de Ouagadougou. Donc, s'il n'est pas efficace, on aura toujours des problèmes d'inondation. Pour résoudre donc définitivement les problèmes d'inondation dans la capitale, ce projet doit, selon les techniciens, se poursuivre jusqu'au fleuve de Mansili. Le coût global de cette 3e phase du projet est estimé à 17 milliards de francs CFA. Projet financé par la Banque ouest africaine de développement et l'État burkinabé. À la région de la Boukou-du-Mohol, le Premier ministre Lassina Zerbo a effectué une tournée le 15 janvier dernier. Il était précisément à Tougan dans la province du Sourou, sa province natale. Il y a rendu visite aux personnes déplacées internes et aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. Il s'est félicité des conditions de prise en charge des déplacés et a appelé les populations à plus d'union et d'engagement pour vaincre le terrorisme. Abdourahim. Accompagné des ministres en charge des armées, de la sécurité et de l'action humanitaire, le Premier ministre s'est imprégné de la situation des déplacés internes dans la ville de Tougan. Après avoir échangé avec ces personnes déplacées internes, Lassina Zerbo se dit satisfait de leur prise en charge. Il a donc félicité le ministère en charge de l'action humanitaire pour les efforts consentis. Le chef du gouvernement a profité de l'occasion pour appeler les populations à plus de solidarité pour vaincre l'ennemi. C'est un message de solidarité et de cohésion entre eux. Et c'est ce que le chef de l'État a envoyé comme message pour dire soyons solidaires pour combattre et vaincre le terrorisme. Sans solidarité, nous n'allons pas réussir. Laissons nos divergences de côté un temps soit peu. Et moi, je suis content de retrouver Tougan
et de savoir que les gens sont mobilisés pour qu'il y ait la paix, la sécurité dans cette région. On n'a pas beaucoup de temps, on va revenir. La délégation gouvernementale a également rendu visite aux forces de défense et de sécurité engagées contre l'insécurité dans cette zone. Le Premier ministre a réitéré l'engagement de son gouvernement à mettre les moyens à la disposition de ces hommes pour la réussite de leur mission de sécurisation du territoire. Le message il est d'abord venu du général Saint-Poré Aimé. C'est ce message de motivation, de volontarisme, de cohésion entre les différentes forces interarmées, puisque le ministre des Armées, pour qu'à l'unisson et en synergie, ils puissent avancer et avoir le courage de défendre la patrie, avoir le courage de défendre nos couleurs. Donc on a motivé les troupes, ils ont demandé plus de renforts. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais qu'ils sachent que le gouvernement ne ménage aucun effort pour s'assurer qu'ils ont les équipements et les ressources pour gagner. Le chef de l'État est meurtri d'entendre que les ressources n'arrivent pas. Il est le premier meurtri quand il entend ça. Le Premier ministre a exprimé la volonté de voir les jeunes de cette localité s'engager comme volontaires pour la défense de la patrie. Après Tougan, le Premier ministre compte poursuivre sa tournée dans d'autres localités de la boucle du Mohun, puis dans l'ouest du pays, le nord et l'est. L'objectif est de galvaniser les troupes et appeler les populations à l'union, à la solidarité et à plus d'engagement dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé, lui, était à Kaya dans le centre-nord. Hedi Komboego avait promis une sortie terrain pour constater les conditions d'hébergement des personnes déplacées internes de Kaya dans le centre-nord. C'est une promesse qui a été tenue ce matin même. Au constat, le nombre de déplacés internes ne cesse de croître. Estimé à plus de 500 000 personnes déplacées internes, les services de l'action humanitaire sont à pied d'œuvre pour soulager ces personnes qui ont tout abandonné pour sauver leur vie. Les conditions des déplacés internes sont peu reluisantes selon le chef de file de l'opposition politique qui leur a témoigné sa solidarité à travers un don de vivres de couchette. Michael Tougri, de retour de Kaya. Voilà. Après ce don du chef de file de l'opposition politique aux déplacés internes de Kaya, composé de 2 tonnes de vivres, de couverture et de nattes, la délégation du CFOP a voulu aussi toucher du doigt les réalités des déplacés internes. Au secteur 5 de Kaya, en seulement 1 mois et demi, plus de 2000 personnes déplacées internes ont été installées par les services de l'action sociale pour un total de 2500 abris. Actuellement, donc, après leur installation pour la question de l'éducation, vous venez de visiter le poste de santé avancé. Donc ce sont des commodités qui accompagnent tout site d'accueil temporaire des personnes déplacées internes. Vous savez que nous avons une population enfantine assez importante, une population féminine assez importante. Donc tout le mécanisme travaille à ce que nous puissions juguler les difficultés pour pouvoir les prendre en charge correctement. Venus pour la plupart de Dablo, Foubé, Pensa, des localités où les groupes armés dictent leurs lois. Impuissants face aux agressions répétées, femmes, hommes et enfants ont été contraints de quitter leur localité d'origine. Dans ce camp, avec des abris de fortune, c'est une autre vie. Vivre avec le minimum tout en espérant un retour rapide à la paix, c'est le vœu de ces déplacés internes. C'est vraiment difficile pour ce qui concerne notre village. On a été visité 3 fois par les hommes armés. À chaque passage, ils ont enlevé au moins une personne. Face à la pression, on a fini par céder et on a fui le village. Heureusement, personne n'a été tué, mais tout le village s'est vidé complètement de sa population. Le chef de file de l'opposition politique CFOP, au cours de cette sortie terrain, a pu aussi s'imprégner des conditions de vie des personnes déplacées internes au sein des familles d'accueil reparties un peu partout dans la ville de Kaya. Au secteur 3 et 4 de la ville, Seydou Sawadogo et Bourema Ouedraogo accueillent des personnes déplacées internes. Ici, le maître mot reste la solidarité. Cela fait plus de 40 ans que je suis ici à Kaya. Depuis le début de la crise, j'ai accueilli plusieurs personnes déplacées internes. C'est vrai que je ne suis pas riche, mais c'est le soutien que je peux leur apporter en offrant un toit à ces personnes. Notre souhait est que la paix revienne au Burkina et que chaque déplacé interne puisse regagner sa localité d'origine. Permettre
permettre à ces derniers de repartir chez eux, c'est aussi restaurer leur dignité. Aujourd'hui, ces déplacés internes sont contraints à la mendicité. Donc, nous réitérons le vœu de les voir regagner leur village d'origine. Dans la région du centre-nord, ces derniers mois, la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée. De plus en plus de personnes déplacées internes contraintes de rejoindre Kaya pour sauver leur vie. Edi Kombouego, après sa journée auprès des personnes déplacées internes, appelle à plus de solidarité à l'endroit de ces déplacés. Vous avez vu les habitations qui sont assez précaires. Ça confirme ce que nous pensions. La norme, c'est à peu près 7 personnes. Mais comme vous avez constaté, ça va d'une dizaine à une vingtaine, voire une trentaine par logement. Ça veut dire qu'ils sont coincés comme des sardines et personne ne souhaite voir son peuple, ses populations vivre de telles situations. La meilleure solution, ce n'est pas de chercher à améliorer il faut bien sûr améliorer, mais ce que nous souhaitons, la finalité, c'est la fin de cette guerre et la réinsertion des populations dans leur localité. Avec cette situation sécuritaire de plus en plus fragile dans la région du centre-nord, Kaya doit faire face à un flux important de personnes déplacées internes. Le chef-lieu de la région du centre-nord accueille plus de 500 000 déplacés internes. Il faut au plus vite stopper ces déplacements massifs de population et cela passe par une reconquête des territoires passés sous le contrôle des groupes armés. Retour à Ouagadougou et lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Le nombre de cas de coronavirus, vous le savez, a malheureusement connu une hausse ces derniers jours. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et du Bien-être accentue donc la sensibilisation pour faire barrière au virus. Le professeur Charlemagne Ouedraogo a rencontré les opérateurs économiques aujourd'hui à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Face au patronat burkinabé, le ministre en charge de la Santé a sollicité l'accompagnement des opérateurs économiques dans cette lutte et des investissements dans le domaine de la santé. Fatima Tanikima. Le Conseil des ministres, à sa séance du 5 janvier, a instruit le ministre de la Santé d'œuvrer au renforcement du dispositif sanitaire et de sensibilisation au regard de l'augmentation du nombre de cas de la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Ce 17 janvier, ce dernier était face aux hommes d'affaires du pays. Au cœur des échanges, la situation de la pandémie et la sensibilisation sur les fausses informations qui sont relayées sur les réseaux sociaux sur le vaccin. Écoutez surtout ce que le ministère de la Santé vous donne comme explication. Les réseaux sociaux ont permis à beaucoup d'informations erronées de circuler. Et certaines personnes peuvent se mettre à croire parce que la virulence de ces fake news a même dépassé la virulence du virus. Tout simplement parce que grâce à l'intelligence artificielle, on peut reproduire des paroles de personnes scientifiques mais qui n'ont jamais ouvert la bouche pour dire cela. Les débats étaient également axés sur l'impact du Covid-19 sur le climat des affaires au Burkina Faso et surtout sur le plan mondial. Selon le professeur Charlemagne Ouedraogo, la cherté de la vie au Burkina Faso est en grande partie due à cette pandémie du Covid-19 qui a perturbé toute la logistique internationale. Et donc si nous voulons réduire la cherté de vie au Burkina Faso, nous devons travailler pour que chacun puisse adhérer à la lutte contre la Covid. Plus le monde se portera bien sur le plan sanitaire, mieux ça ira pour nos économies et notre pouvoir d'achat. Nous ne pouvons pas nous mettre en marge du combat mondial contre la Covid-19. Ce n'est pas possible. Nous devons nous aligner. La contribution du secteur privé dans la promotion du secteur de la santé a tenu les deux parties en haleine. À en croire le professeur Charlemagne Ouedraogo, la loi 037 portant promotion des établissements sanitaires privés de soins au Burkina Faso offre l'opportunité aux hommes d'affaires burkinabés d'investir dans le secteur de la santé.
Si c'est un secteur dans lequel investir permet donc de créer de la valeur et de créer de la rentabilité, et le secteur privé naturellement est d'accord et s'engage donc aux côtés du ministère pour ces investissements. En tout cas, le secteur privé d'une manière globale est intéressé par l'investissement dans le domaine de la santé, pas seulement pour la rentabilité, mais surtout déjà pour se soigner eux-mêmes, soigner leurs employés et préserver la productivité de leurs entreprises. Ce cadre d'échange a permis à ces acteurs du privé de faire des suggestions à l'endroit du ministère et du gouvernement. Il s'agit de rédiger des démentis sur les fake news et la construction d'un hôpital de référence au pays des hommes intègres. Et sur le projet de construction de l'hôpital, Mahamadi Savadogo et ses collaborateurs ont marqué leur disponibilité à accompagner financièrement le gouvernement. La Jeune Chambre internationale au Burkina Faso a effectué sa rentrée solennelle nationale le week-end dernier, précisément le samedi 15 janvier. Une rentrée qui s'est tenue autour du thème « Contribution de l'entrepreneuriat social au développement économique ». L'organisation marque ainsi son engagement à contribuer à lutter contre les maux qui minent la société et appelle à l'engagement de tous pour soutenir les actions de développement. Au cours de cette rentrée, un nouveau président a également été installé pour un mandat donnant les images de Abdourahmane. La rentrée solennelle 2022 de la Jeune Chambre internationale Burkina Faso a été marquée par l'intronisation de 17 nouveaux membres et l'installation du nouveau président national. Seydou Belem, président de la Jeune Chambre internationale Burkina Faso pour l'année 2022, compte axer son mandat sur la promotion de l'entrepreneuriat pour contribuer au développement économique du Burkina Faso. Nous fixons nos différents objectifs sur 3 axes, notamment la santé et le bien-être, l'éducation et le développement durable. C'est sur ces 3 actions que nous intervenons. Et cette année, par exemple, nous travaillons énormément à réorienter l'aspect développement économique, entrepreneuriat social, permettre ne serait-ce qu'un moment de pouvoir répondre à la question sociale à travers le développement économique qui se met en branle parce qu'on a des soucis sécuritaires et autres qui, vous n'êtes pas sans savoir que ça empêche le développement économique de certaines zones. C'est de travailler à contribuer auprès de l'État à ces actions. Un engagement de la Jeune Chambre internationale Burkina Faso qui convainc le président de cette cérémonie, président du Conseil régional du Centre. Il a apprécié l'engagement de ces jeunes à contribuer au développement du pays. Il a par la même occasion promis son accompagnement et celui du Conseil régional pour la réussite des missions de développement que la Jeune Chambre internationale Burkina Faso s'est assignée. C'est la toute première fois que nous avons ce rapprochement avec cette organisation et nous nous sommes rendus compte qu'en fait c'est des acteurs de développement. En témoignent les différentes actions que cette structure fait au niveau du social. Et pour nous c'est vraiment un grand jour de connaître ce qu'ils font et de savoir que nous pouvons sceller un winning business pour papa. Donc je puis les rassurer que nous allons travailler avec elles pour le développement de nos collectivités et le développement de notre très cher pays, le Burkina Faso. Noufou Kanazoué, parrain de la cérémonie, a pour sa part invité ses filleuls à être actifs et à faire du thème « Contribution de l'entrepreneuriat social au développement économique » leur locomotive. Pour lui, la situation actuelle du pays commande un engagement de la jeunesse à mettre en place des projets innovants pour espérer un développement social et économique durable. 12 personnalités culturelles de l'année, en abrégé 12 PCA 2022. Le 28 janvier prochain, Canal Olympia Ouaga 2000 abritera cette soirée culturelle. Cette édition est la 10e du genre. Les organisateurs ont dévoilé les noms des personnes nominées au cours d'une conférence de presse tenue vendredi dernier. Il faut noter que la catégorie du meilleur artiste de l'année se joue entre Kayawoto, Smarty et Floby. Le point de la rencontre avec Mamitri Anakamabo. Depuis 2012, le comité d'organisation de 12 personnalités culturelles de l'année récompense les personnes qui se sont illustrées dans le milieu culturel du Burkina Faso. Pour cette édition qui se veut spéciale car marquant les 10 ans de l'événement, de nombreuses innovations sont au rendez-vous. Il s'agit notamment de prestations live, de défilés de mode suivis d'un dîner gala et la récompense des acteurs culturels de la décennie. Ce
sont les personnalités qui sont illustrées de par leur engagement, de par leur dévouement dans leurs filières respectives, de par leur présence même à travers les nouveaux réseaux, notamment les télécommunications, notamment les médias, radio, les télé, les presses écrites et bien entendu les presses en ligne. Bref, la culture, les acteurs culturels ont toujours besoin de se présenter. C'est vrai qu'on a l'impression que être acteur culturel, c'est être sous une table. Non, il faut se présenter, il faut montrer son œuvre, il faut montrer son savoir-faire. Donc ce sont ces personnes qui ont su montrer leur savoir-faire durant tout le long de l'année que nous magnifions. Ce point de presse était aussi l'occasion pour le comité d'organisation de dévoiler la liste des nominés. Pour la QV 2022, 24 catégories culturelles seront récompensées. Les acteurs culturels qui se sont le plus illustrés au cours de ces 10 dernières années seront à l'honneur. Vous savez que dans la culture, dans tout ce qui est animation, dans tout ce qui est spectacle, dans tout ce qui est événementiel, ce n'est pas évident de perdurer pendant 10 ans. Donc on veut également leur dire merci de nous avoir fait vibrer, d'avoir valorisé justement le secteur culturel que nous avons tant. Donc il y a donc 24 catégories que nous allons primer. Donc les 12 personnalités culturelles de l'année 2021 et ensuite les 12 personnalités culturelles qui sont illustrées de 2012 à 2022. Un prix public sera décerné et les votes concernant cette catégorie se dérouleront du 18 au 27 janvier 2022. Le meilleur producteur, le meilleur concert de l'année, le meilleur graphiste, le meilleur artiste de la diaspora, le meilleur comédien cinéma de l'année et le meilleur artiste de l'année seront également distingués. Pour le meilleur artiste de l'année, 3 artistes sont en lice. Il s'agit notamment de Kayawoto, Smarty et Floby. Triste information, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus. Il est décédé ce dimanche matin aux alentours de 9h chez lui à Sébenikoro après avoir piqué une crise dans la nuit du samedi au dimanche. L'annonce a été faite hier par ses proches. Renversé le 18 août 2020 par une junte militaire après quelques mois de mobilisation de la rue contre sa gouvernance, Ibeka, comme l'appelaient affectueusement ses proches, était malade et se rendait régulièrement à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour un suivi médical. Aujourd'hui, les Maliens gardent de lui un homme qui aimait son pays malgré que sa gouvernance a été controversée. Les mois se lient sur les visages des Maliens. Quelques réactions dans la ville de Bamako avec notre correspondant au Mali, Bouema Solo. Bon, quand même, souvent dans une gouvernance, souvent il y a des moments difficiles et puis il y a des moments bonheur. Bon, au début de son fonction, ça se passe un peu bien, mais à la fin, il y a des moments difficiles pour lui parce que souvent il y a des grèves partout et puis il y a des trop parlés partout. Bon, et ça sera difficile pour lui pour que son mandat ça soit terminé par rapport à un coup d'État. Nous retenons que Ibeka a rempli sa mission. C'est vrai qu'il y a eu des insuffisances dans sa gestion du pouvoir, mais il faut aussi avoir le courage de reconnaître ses mérites. La fin de son pouvoir a été très difficile, mais ainsi va la vie. Aujourd'hui, Ibeka n'est plus. Nous prions donc pour le repos de son âme. Je retiens d'Ibeka, du président Ibeka, un homme de conviction, un homme qui s'est beaucoup battu pour le pays et qui a rendu énormément de services pour le pays. Comme on l'a dit, personne n'est parfait dans ce bas monde-là. Donc, dans sa gouvernance, on ne peut pas glorifier tout ce qu'il a eu à faire, mais il faudra quand même retenir que c'est une personne qui a beaucoup d'amour, qui avait beaucoup d'amour pour son pays. Et pour terminer, CAN Cameroun 2021, pour cette phase de poule, le Burkina Faso termine deuxième du groupe A après sa confrontation avec l'Éthiopie qui s'est soldée par un match nul de 1 but partout. Les étalons se qualifient pour les huitièmes de finale avec le Cameroun, premier du groupe A. Les temps forts de cette confrontation avec nos envoyés spéciaux à Yaoundé au Cameroun.
Voilà, les étalons donc compostent les tickets pour les huitièmes de finale de la phase finale de la CAN Cameroun Total Énergie 2021 en concédant le nul cet après-midi à Bafoussam face aux Walias d'Éthiopie. Les hommes de Kamou Malo terminent donc deuxième du groupe A derrière les Lions indomptables du Cameroun. Eux également tenus en échec à Yaoundé par donc les requins bleus du Cap-Vert. Cette deuxième place synonyme de qualification, les étalons l'ont obtenue dans la douleur comme le confirme Edmond Tapsoba et Cyril Barros Bayala, le buteur du jour. Tout de suite après la deuxième mi-temps, on encaisse ce but-là et voilà, ça nous met un coup sur la tête. On s'est relevé mais on n'a pas réussi à scorer. Et nous étions face à une bonne équipe de l'Éthiopie. Donc voilà, on a essayé de faire le maximum. Malgré ça, on est resté solide, on n'a pas encaissé ce deuxième but, c'est le plus important. On était là pour nous qualifier, on s'est donné un objectif de se qualifier. Donc on s'est qualifié pour les phases suivantes, on est très très content de ce résultat. L'essentiel, on est content pour la qualification, mais on a des trucs aussi à revoir à l'entraînement pour espérer aller plus loin que possible. Et je me dis qu'on est des grands garçons, on va essayer de se parler en grands garçons et on verra pour la suite. Porte ouverte donc pour les huitièmes de finale de la compétition. Dans cette deuxième étape, les étalons auront affaire au deuxième du groupe C, groupe dominé pour l'instant par le Maroc, suivi donc du Gabon et du Ghana. La dernière journée de ce groupe qui se disputera donc demain verra les Gabonais donc face aux Marocains et le Ghana face aux Comores. Du côté des étalons, on espère tout simplement disputer une huitième finale de belle facture, peu importe l'adversaire, Ghana ou Maroc, c'est du même au pareil selon Bertrand Traoré, le capitaine des étalons. On n'a pas de préférence, il n'y a pas de petite équipe. Si la Guinée équatoriale a battu l'Algérie hier, ça veut dire qu'il n'y a pas de petite équipe. Nous, on va penser qu'à nous, on sait qu'on a des choses à corriger, on va essayer de les corriger, bien récupérer et être prêt pour le prochain match. Après donc un premier tour savamment mené, puisque les étalons n'ont considéré qu'une seule défaite lors du match inaugural face aux Lions indomptables du Cameroun au stade Olembe. Les étalons arrachent une victoire face au Cap-Vert et concèdent cet après-midi un nul face au Walia d'Éthiopie. On pourra critiquer cette prestation dans son ensemble, mais on retiendra surtout que les étalons sont parvenus donc à conserver ce nul, synonyme de victoire. Il faudra maintenant hausser le niveau de jeu pour espérer passer le cap des huitièmes de finale, des huitièmes que les étalons s'apprêtent à disputer le 23 janvier prochain. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce 20h. Je vous remercie d'avoir honoré ce premier rendez-vous de la semaine. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, pour un nouveau 20h. Bonsoir.